Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 19 septembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie et sur sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Japon également, où on s'intéressera au nouveau gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida. Et nous irons aussi en Corée du Sud, où la scène politique est très tendue, en raison notamment de la grève de la faim menée par le leader de l'opposition Lee Jae-myung, qui a été transféré à l'hôpital hier. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique dans le Pacifique pour revenir sur la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres du Forum des îles du Pacifique. Le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a effectué une visite de 5 jours en Russie la semaine dernière, un séjour scruté de près par les acteurs de la scène internationale et en particulier par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, qui craignent la mise en place d'un accord militaire qui faciliterait le développement militaire de la Corée du Nord. Kim Jong-un a finalement rencontré le président russe Vladimir Poutine mercredi dernier au cosmodrome de Vostochny, bien plus loin de Vladivostok où les médias avaient pressenti que la rencontre aurait lieu. Car cette rencontre devait coïncider avec une visite de 2 jours à Vladivostok prévue par le président russe à l'occasion du 8e Forum économique oriental, un forum de 4 jours organisé pour promouvoir les investissements étrangers dans l'extrême-orient russe. Poutine s'est finalement déplacé pour rejoindre son homologue nord-coréen au cosmodrome, au lieu de la recherche aérospatiale de la Russie. Un symbole fort aussi, puisque Kim Jong-un a exprimé en août dernier son souhait de développer des satellites espions. Les puissances occidentales craignent ainsi qu'une éventuelle coopération militaire, qui n'a pas été formellement confirmée par Pyongyang et Moscou, puisse permettre à la Corée du Nord de bénéficier d'un transfert de technologie de la part de la Russie, mais aussi que Moscou puisse acquérir des armes pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. La Maison-Blanche a ainsi rappelé dans un communiqué publié jeudi dernier que l'exportation d'armes nord-coréennes vers la Russie constituerait une violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris des résolutions adoptées par la Russie elle-même dans le passé. Les hauts responsables de la sécurité des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont ainsi réagi à la rencontre en affirmant que les pays consolideraient leurs liens pour contrer ensemble une éventuelle coopération militaire entre Pyongyang et Moscou. Kim Jong-un est arrivé sur le lieu de la rencontre à bord de son train blindé personnel, pour ce qui constituait le premier séjour du dirigeant nord-coréen hors de son pays depuis la pandémie de Covid-19. Les deux dirigeants ont ensuite mené, selon les mots du porte-parole du Kremlin, des échanges très constructifs pendant 2 heures et se sont offerts mutuellement une carabine confectionnée dans leurs pays respectifs. Poutine a assuré que la coopération serait renforcée entre les deux pays dans le futur et Kim a déclaré que les deux pays se tenaient ensemble sur un front uni contre l'impérialisme. Les deux dirigeants ont aussi affirmé qu'ils feraient de leurs relations bilatérales une priorité de politique étrangère. Toutefois, les deux pays n'ont pas révélé de détails concernant d'éventuelles signatures d'accords ou une quelconque coopération militaire. Kim Jong-un a ensuite poursuivi sa visite de l'autre côté de la frontière russo-nord-coréenne et s'est rendu à l'Université fédérale d'Extrême-Orient, à des visites en lien avec l'Académie des sciences de la Russie, ainsi qu'à Komsomolsk-sur-l'Amour, où il a visité une unité de production aéronautique qui produit notamment des bombardiers. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a formé un nouveau gouvernement mercredi dernier, un gouvernement qui comprend au total 5 femmes. Cela peut paraître peu, mais il s'agit d'un chiffre record, déjà atteint toutefois 2 fois dans le passé, à savoir en avril 2001 par le Premier ministre Junichiro Koizumi et par celui du Premier ministre Shinzo Abe nommé en septembre 2014. C'est aussi 2 de plus que dans le gouvernement précédent, puisque Yoku Kamikawa, ancienne ministre de la Justice proche de Kishida, a été nommée à la tête de la diplomatie, et que Ayuko Kato, députée de Yamagata depuis 2014 et engagée sur les questions d'éducation, a été nommée ministre en charge des politiques sur l'éducation des enfants et de lutte contre la chute de la natalité, 2 sujets clés pour le Japon et pour son économie.
Notons que Ayuko Kato s'est dans le passé prononcé en faveur de la gratuité de la scolarité, de la crèche à l'université, en passant par le primaire et le secondaire. Le Premier ministre a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi qu'il attendait de ces nouvelles ministres qu'elles expriment pleinement leur sensibilité et leur capacité d'empathie. Les 3 autres femmes ministres maintenues à leur poste sont Sanae Takaichi, ministre en charge de la sécurité économique, Hanako Kimi, ministre pour la revitalisation régionale, et Shinako Tsuchiya, ministre pour la reconstruction. Mais le quotidien japonais Asahi Shimbun a fait remarquer que sur les 54 postes juniors du gouvernement, à savoir les postes de vice-ministre et de secrétaire parlementaire, aucune femme n'avait été nommée, tandis que 2 femmes ont été nommées, elles, parmi les 5 conseillers spéciaux auprès du Premier ministre. Cité par le quotidien, le secrétaire en chef du cabinet, Hirokazu Matsuno, a tout de même assuré lors d'une conférence de presse, je cite, que même sans rejoindre le gouvernement, les femmes pourraient activement contribuer à un large éventail de domaines, notamment dans l'élaboration de politiques et dans la participation des discussions au Parlement et dans le parti au pouvoir ou encore dans la gestion des affaires parlementaires. Le chef de l'opposition en Corée du Sud, Lee Jae-myung, chef de file du Parti démocrate, a été conduit à l'hôpital hier, soit le 19e jour d'une grève de la faim entamée le 31 août dernier, jour depuis lequel il s'était exclusivement alimenté d'eau et de sel. Une grève de la faim entamée pour protester contre le style de gouvernance du président Yoon Suk-yeol, qu'il juge tyrannique. Mais la décision du chef de l'opposition d'entamer une grève de la faim divise et a attiré les critiques du parti au pouvoir qui y voit une tentative d'échapper à plusieurs affaires et notamment à 2 procès pour corruption. Hier, un nouveau mandat d'arrêt a été requis contre l'ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2022 et a été finalement accordé par le président aujourd'hui. Lee Jae-myung est notamment accusé d'avoir transféré des fonds vers la Corée du Nord, ou encore d'avoir fait preuve de favoritisme en accordant un certain projet de développement urbain dans le quartier de Baekhyong à Songnam, dans la province de Gyeonggi, dont il a été gouverneur. Des accusations que Lee nie et qui seraient selon lui motivées par des raisons politiques. Notons que pour l'instant, Lee est protégé par une immunité parlementaire, ce au moins jusqu'aux prochaines élections législatives d'avril 2024. Lee maintient qu'il a entamé cette grève de la faim pour pousser le gouvernement à démissionner de manière collective pour, selon ses mots, assumer sa responsabilité dans les échecs de la première année de mandat de Yoon Suk-yeol. Le Parti démocrate reproche aussi à Yoon Suk-yeol d'être à l'origine d'un recul de la liberté de la presse, notamment une accusation soutenue par la Fédération internationale des journalistes qui a accusé le parti au pouvoir en septembre dernier de persécuter et d'intimider des journalistes. Cet après-midi, l'ancien président Moon Jae-in s'est rendu à Séoul pour se rendre au chevet de Lee Jae-myung et afficher ainsi son soutien. Notons qu'en raison de l'immunité parlementaire, le mandat d'arrêt qui vise Lee doit d'abord obtenir une majorité de voix au Parlement, mais c'est le parti de Lee, le parti Minju ou parti démocrate, qui détient actuellement une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, à savoir 168 sur 298. Vendredi dernier s'est tenue à Suva, capitale des îles Fidji, la rencontre des ministres des Affaires étrangères du Forum des îles du Pacifique, avec, au menu principal des discussions, les questions de lutte contre le changement climatique, d'égalité des sexes et du rejet dans l'océan Pacifique des eaux traitées contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima, qui a débuté le 24 août dernier et devrait s'étaler sur une période de 30 ans environ. Les ministres des Affaires étrangères sont aussi revenus sur le résultat des discussions menées lors de la rencontre des femmes leaders du Forum des îles du Pacifique, qui s'est tenue en août et en septembre, où ont été notamment évoquées les questions de mobilité professionnelle, d'inclusion des personnes en situation de handicap, ou encore des droits et de la santé reproductive et sexuelle. Les femmes leaders du Pacifique ont aussi cité les inquiétudes relevant de l'héritage nucléaire qui continue d'exercer une pression, un poids sur les systèmes de santé des pays du Pacifique en raison notamment des handicaps dus à la contamination nucléaire et d'autres problèmes de santé, en particulier chez les mères et les enfants nés dans ces pays et territoires les plus contaminés de la région. Également en lien avec le nucléaire, les ministres des Affaires étrangères ont publié une déclaration commune au terme de leur rencontre, une déclaration qui rappelle l'importance du traité de Rarotonga pour préserver le sud du Pacifique de la pollution environnementale causée par les déchets radioactifs.
La déclaration rappelle aussi l'impact des tests nucléaires dans le Pacifique et insiste sur le fait que l'océan est la clé de la prospérité des nations de la région, dont l'économie dépend beaucoup des interactions avec la mer. Les ministres ont appelé à continuer un dialogue avec le gouvernement japonais au sujet du rejet des eaux traitées de la centrale de Fukushima et ont salué la proposition de l'Organisation internationale de l'énergie atomique d'un mécanisme annuel de dialogue avec le forum pour exercer une surveillance continue et une évaluation de l'impact du rejet des eaux traitées. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.